Bien, mes chers collègues, mes chers amis, j'ai envie de dire mes chers amis parce que d'abord, j'aurais pas l'outrecuidance de dire que je vous connais tous, mais il y a quand même pas mal de visages connus dans cet amphithéâtre, beaucoup même. Je pense que vous êtes venus pour écouter de la science, de la bonne science, mais vous êtes aussi venus, je le sais, beaucoup d'entre vous, par amitié pour le professeur Jean-Marc Monteil, pour Jean-Marc. Et comme les amis de mes amis sont mes amis, je peux me permettre de dire donc mes chers amis. Nous allons assister dans quelques instants donc à la leçon inaugurale du professeur Jean-Marc Monteil, de notre ami Jean-Marc Monteil. C'est une tradition au CNAM. Je crois qu'il doit rester le Collège de France et le Conservatoire. Le Conservatoire, il y en a qui essayent d'y échapper, mais on veille au grain. S'agissant de Jean-Marc, ça a été spontané. Il m'a dit « je ferai ma leçon inaugurale ». Et il est de tradition, bien sûr, aussi que, bien entendu, cette leçon soit placée sous la présidence formelle de l'administrateur général du Conservatoire. Je dis ça parce que vous comprendrez tous, je pense, que, en général, je fais ça avec beaucoup de plaisir. L'accueil d'un nouveau collègue est toujours un moment important dans un établissement, dans tout établissement d'enseignement supérieur, à plus forte raison, quand il a l'ancienneté et le prestige du Conservatoire. Mais ce soir, je le fais avec une vraie émotion, et j'espère que ceux que j'ai déjà accueillis ne m'en voudront pas, et que ceux que j'accueillerai après ne m'en voudront pas, de dire que je le fais ce soir avec une émotion quand même un peu particulière. Je pense que pour beaucoup d'entre vous qui connaissez les histoires croisées de Jean-Marc Monteil et de Christian Forestier, vous pouvez penser que la situation ne manque pas de sel quand même, et certains pourraient parler un peu trivialement de reconstitution de ligue dissoute. Je le dis parce que, au-delà de l'amitié personnelle qui est la nôtre et qui nous appartient, ça me permet quand même de dire un certain nombre de choses sur le conservatoire. Je sais, ça a été dit, il suffit d'aller de googliser, comme on dit, pour voir que beaucoup disent c'est Monteil qui a mis Forestier au conservatoire. C'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait exact. C'est pas lui qui, jusqu'à preuve du contraire, signe les textes. Mais c'est vrai que, je le dis avec beaucoup de sans humour, c'est lui qui m'a appelé pour me dire tu devrais regarder ce qui s'écrit sur le CNAM pour découvrir quelle est la situation. Et il ne m'a rien caché de la situation du CNAM. Et je dis ça parce que, malgré l'amitié qui est la nôtre, jamais je me serais permis de dire à Jean-Marc tu devrais venir au CNAM. C'est lui qui un jour m'a dit « j'ai bien envie de venir au CNAM ». Et je le dis ça pour vous tous, et notamment à mes collègues du conservatoire, de la part de quelqu'un qui sait ce qu'est cette maison, mais qui sait aussi ce qu'elle pourrait être et ce qu'elle devrait être. C'est vraiment une formidable marque de confiance, et vraiment, je t'en remercie. Et c'est ça qui ajoute à mon émotion. Alors, Jean-Marc, vous le connaissez tous, puis dans cet amphithéâtre, nous sommes nombreux à nous connaître, c'est quelques décennies d'histoire commune. Et je me crois obligé de vous rappeler, mais vous le savez, que lorsqu'on est universitaire et que l'on bascule dans le monde de la haute fonction publique, dans le monde de l'action, je ne veux pas dire que les universitaires ne sont pas à l'action, mais quand même lorsqu'on quitte la contemplation pour arriver à l'action, il est en général inévitable que l'on, comme disent les scientifiques, qu'on s'éloigne de la paillasse. Et puis il y en a quelques-uns, ils sont rares, il y en a quelques-uns qui arrivent à conserver une activité scientifique de très haut niveau. Et je crois pouvoir dire que de ce point de vue-là, la carrière de Jean-Marc est tout à fait exemplaire. Et ça aussi, c'est ce qui explique, je dirais, pour partie, cette envie qu'il a eue. Alors, je n'ose pas dire de finir sa carrière, parce que notre carrière, à toi et à moi, n'est pas terminée. Elle est encore très longue devant nous. Mais enfin, quand même, c'est vrai que nous allons faire un bout de chemin ensemble dans cet établissement que nous aimons beaucoup. Je sais à peu près de quoi il va vous parler, parce que de quoi il va nous parler, parce que, alors, c'est vrai qu'il a gardé, je dirais, un lien fort avec ses activités scientifiques, mais c'est rien enlevé, aucun mérite à son talent que de dire qu'il a aussi la chance d'être sur un champ de réflexion qui est moins éloigné que d'autres de l'action, et notamment
de l'action au sein du système éducatif. Peut-être certains s'en souviennent, en tout cas lui s'en souvient. En 2001, j'avais essayé de faire en sorte que Jean-Marc Monteil puisse s'exprimer devant l'ensemble de tous les cadres de l'éducation nationale, en 2 grands amphithéâtres de plusieurs centaines de personnes. C'était une fois à Poitiers, une fois à Marseille, et il nous avait parlé déjà des performances cognitives en contexte scolaire, ce qui sera peut-être quand même un des aspects traités ce soir. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais à dire pour laisser la parole à Jean-Marc. J'en profite quand même parce que je vais quand même essayer de vendre un peu notre établissement devant un public qui connaît forcément le CNAM, mais peut-être des choses à rappeler au-delà des plus de 200 ans d'existence et de l'abbé Grégoire. J'aime bien citer l'abbé Grégoire, surtout cette année. Ceux d'entre vous qui ont vu ma carte de vœux, la carte de vœux du CNAM, ont vu qu'on avait mis l'abbé Grégoire et Toussaint Louverture. Alors pourquoi l'abbé Grégoire et Toussaint Louverture cette année? Je suis allé, et c'est un des charmes de cet établissement, je suis allé accueillir et installer il y a quelques semaines la promotion Toussaint Louverture des étudiants du CNAM en Haïti. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à dire devant le président de la CPU que le CNAM est le seul établissement enseignement supérieur qui soit présent en Haïti et qui forme en Haïti sur place 300 jeunes gens. Et j'ai découvert qu'en Haïti, bien sûr, l'abbé Grégoire, qui faisait abolir l'esclavage en même temps qu'il créait le conservatoire, et qui était ami de Toussaint Louverture, était certainement plus connu que dans le 3e arrondissement de Paris. Voilà, et le CNAM aujourd'hui, eh bien, 3-4 chiffres, et puis je m'arrête. Près de 100 000 personnes qui chaque année suivent un enseignement au conservatoire, devant lesquelles nous mobilisons environ une dizaine de milliers de personnes, moitié universitaires, moitié gens du monde de l'entreprise, et nous estimons qu'il y a un bon million de Français en activité qui ont un diplôme ou un bout de diplôme du conservatoire, établissement sur lequel disait le recteur Sorel quand il prenait les mêmes fonctions, le soleil ne se couche jamais. Et ce soir, c'est Jean-Marc qui va nous irradier. Je te laisse la parole. Bien, merci Christian. Tu as l'indulgence de l'amitié, évidemment. Ne croyez pas tout ce qu'il vous a dit. Il faut le relativiser. Mais je vais essayer ce soir de vous présenter de manière évidemment relativement succincte un espace de recherche qui n'est pas dénué d'application dans la vie de tous les jours et notamment dans la vie d'un certain nombre de nos enfants qui sont en phase d'apprentissage et de construction. Christian y a fait allusion tout à l'heure, mais je voudrais le situer dans un cadre scientifique un peu plus large et pour essayer de vous montrer quelles sont les divisions du travail qui sont susceptibles d'exister dans le champ scientifique. Alors, je dis tout de suite à mes collègues spécialistes que, évidemment, pour eux, ce sera profondément insuffisant parce que je ne vais évidemment pas spécialiser mon propos, car il faut tenir compte de l'ensemble de l'Assemblée. Une audience de cette qualité, il faut être extrêmement attentif, mais en même temps, chacun a sa spécialité. Et si on s'adresse finalement à ses collègues pour les convaincre finalement que ce qu'on dit mérite d'être dit, on risque de perdre un tout petit peu de substance pour ceux qui ne sont pas des spécialistes. Alors, le titre de cette leçon, c'est « Les sciences du comportement, une recherche d'interface ». Évidemment, ça pose un certain nombre de questions à tous ceux qui ne connaissent pas le domaine. Il y a en effet des sciences du comportement, je vais essayer de vous le démontrer, et il y a évidemment un champ scientifique. S'il y a des sciences du comportement, il y a un champ scientifique, je vais essayer de le définir. Et puis, dans ce champ scientifique, il y a 3 niveaux, 3 instances, 3 objets qui sont en relation, le comportement, la cognition et le cerveau. Je voudrais dire ici que comportement, cognition et cerveau, c'est l'intitulé de la 27e section du Comité national de la recherche scientifique, qui est une instance de l'Institut des sciences biologiques, dont je salue le directeur scientifique, Patrick Netter, qui est ici. Et c'est une section que je connais bien, qui ne s'appelait pas comme ça il y a quelques années, mais dans laquelle était mon laboratoire. Elle a connu des vicissitudes sémantiques multiples. Elle s'est appelée activité mentale, neurosciences intégratives et comportement. Et il y a longtemps, à l'époque où je siégeais au CNRL, ça s'appelait psychologie et psychophysiologie.
Donc cette évolution traduit d'ailleurs des évolutions du champ scientifique, et on voit apparaître aujourd'hui, dans l'intitulé de cette section, le cerveau, qui est devenu évidemment un élément très important de l'évolution scientifique et lié notamment à l'avènement de technologies très importantes dont j'aurai l'occasion de dire un mot tout à l'heure. Comportement, cognition et cerveau, c'est aussi l'intitulé d'un groupe de recherche, d'un centre de recherche de l'Université de Provence qui s'appelle Comportement, cognition et cerveau. Je crois que c'est plutôt comportement, cerveau et cognition. On pourrait d'ailleurs en discuter parce que ce n'est pas neutre l'organisation de ces différents termes. Je vous dirai pourquoi moi j'ai choisi comportement, cognition et cerveau. Et donc c'est un centre de recherche de l'Université de Provence dont le président Caverny est ici, et c'est un centre de recherche dont je me plais à dire qu'il est aujourd'hui dirigé par Pascal Huguet, et il ne m'en voudra pas de dire que j'ai eu le bonheur de l'avoir comme étudiant et de diriger ses travaux de recherche, et je trouve que ce qui se fait à l'intérieur de ce centre, ils sont un certain nombre ici présents, est quelque chose de très important dans le champ scientifique qui est le nôtre. Alors, ce champ scientifique, il est constitué, comme l'indique le titre de cette conférence, par l'étude du comportement. Mais l'étude du comportement, ça ne dit rien d'autre qu'on étudie quelque chose dont chacun a conscience que ça existe parce qu'on a toujours, à l'évidence, des comportements observables. On dit il s'est comporté de bonne ou de mauvaise manière. Alors ici, je vais le préciser plus avant, le comportement, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est l'étude du comportement conçue ici comme l'expression objectivable de processus cognitifs qui sont sous-jacents. On ne se comporte pas sans qu'il y ait des processus qui nous amènent à nous comporter. Alors, des processus sous-jacents qui sont des processus cognitifs, je dirai tout à l'heure ce qu'on peut entendre par cognition, mais ces processus cognitifs sont eux-mêmes tributaires du fonctionnement cérébral. La machine que nous avons au-dessus des épaules est quand même une machine extrêmement perfectionnée et qui a quelque chose à voir avec ce que nous faisons en sortie. Nos modes de réponse dans la vie ont quelque chose à voir avec, si vous me permettez cette trivialité, avec ce que nous avons au-dessus des épaules. Donc, ça me permet de dire que si on veut définir ce champ scientifique, il faut préalablement définir chacun de ces termes, très rapidement, évidemment, parce que chacun de ces termes réclamerait à eux seuls, non pas une conférence, mais des mois et des mois d'enseignement. Alors, le comportement. On va essayer de situer les choses très, très brièvement. Le comportement, et chacun le comprendra très facilement, c'est la réponse d'un organisme biologique, et d'un organisme biologique qui n'est pas nécessairement un organisme humain. Il n'y a pas que les primates humains, il y a des primates non humains, il y a des insectes sociaux, il y a un système vivant. Et donc c'est la réponse d'un organisme biologique à une stimulation qui vient de son environnement ou qui vient de lui-même. Donc on peut avoir des stimulations internes et des stimulations externes. On verra tout à l'heure l'importance que cela peut prendre. Les comportements dont je parle peuvent être élémentaires, très élémentaires, c'est-à-dire de très très bas niveau. On peut être amené à discriminer le déplacement d'un point lumineux qui se déplace de manière erratique dans l'espace. C'est un comportement, capter un point lumineux qui est présenté en quelques millisecondes. Mais on peut aussi avoir des comportements très intégrés. Une vieille dame sort de l'ascenseur et s'écroule dans le couloir et un certain nombre de gens se précipitent pour l'aider. C'est un comportement d'aide. L'un et l'autre de ces comportements ont des déterminants sous-jacents à leur expression. Ces déterminants peuvent être de nature cognitive et il y a en effet une structure cérébrale qui est susceptible de les commander. Alors, le sujet autour du comportement, c'est de comprendre la genèse des comportements, leur régulation, comment se régulent-ils, par les contextes dans lesquels ils sont susceptibles de prendre place, et il ne faudrait pas se laisser aller à l'idée. Alors je me permets de dire ça parce qu'on entend assez souvent un certain nombre de choses et qui ont des conséquences qui peuvent être assez considérables. Il ne faudrait pas se laisser à l'idée qu'il y aurait des comportements innés. Lorsque nous disons qu'un comportement est inné, c'est en général parce que nous sommes ignorants des mécanismes de son développement. Nous ne connaissons pas les mécanismes de son développement, on a tendance à dire que c'est un comportement inné. Or, il est clair que si nous ne connaissons pas les mécanismes du développement, c'est parce que, en effet, la science n'est pas suffisamment avancée pour avoir une explication de toutes les réponses qu'un organisme biologique est susceptible de fournir. Il n'y a guère qu'en génétique moléculaire que l'on pourrait parler de code inné.
et les gènes ne spécifient pas des comportements, tout au plus créent-ils des biais initiaux. Donc le comportement, c'est un observable, c'est quelque chose que l'on peut produire, et il est important de regarder quelles sont les modalités de production de ces comportements si on veut être capable de faire des prédictions sur ces comportements. Alors, deuxième élément dont je voudrais donner une définition succincte, c'est la cognition. Alors, les sciences de la cognition sont aujourd'hui des sciences qui sont de plus en plus développées et qui existent d'ailleurs au-delà des systèmes vivants humains. Il y a des systèmes artificiels qui étudient évidemment la cognition. La cognition, c'est un ensemble de dispositifs dont la fonction est de produire et d'utiliser et de traiter de l'information et de la connaissance. Cette définition est une définition évidemment ample et elle peut aller très au-delà de son application aux esprits humains et aux systèmes naturels, pour comprendre aussi les systèmes artificiels. Alors, je n'entrerai pas ici dans les systèmes artificiels, mais il faut simplement savoir qu'en effet, il existe des systèmes artificiels intelligents, et ce sont des paradigmes d'ailleurs scientifiques qui permettent d'étudier un certain nombre de fonctions, qui peuvent être d'ailleurs des fonctions de bas comme de haut niveau. On s'en tiendra ici aux esprits humains et à un système cognitif qui peut être vu comme un système de traitement de l'information qui produit ce qu'on appellera des entités psychologiques, on les nommera des représentations pour aller vite, et auxquelles peuvent s'appliquer d'autres processus qui manipulent ces représentations, qui les combinent. Et on voit bien que derrière cette manipulation, ces combinaisons, il y a une infrastructure cérébrale qui est à l'œuvre. Alors ces représentations ne sont évidemment pas directement observables, encore que on peut aujourd'hui commencer à travailler avec la neuroimagerie. Alors on n'observe pas nécessairement des représentations, le problème est un peu plus complexe, mais on peut reconfigurer un certain nombre de choses qui permettent, si j'ose dire, et le mot est impropre, de visualiser un certain nombre de choses. Donc ces représentations ne sont pas directement observables, mais on peut considérer qu'elles sont néanmoins connaissables. On peut les connaître. Et on peut les connaître à partir du recueil d'un certain nombre de données comportementales dont elles sont supposées être l'expression dans la théorie qui a cherché à les définir. Et donc, ça génère en quelque sorte une approche expérimentale des cognitions à travers la production expérimentale d'un certain nombre de comportements. D'ailleurs, dans la deuxième partie de ce propos, cette première partie sera assez courte, mais dans la deuxième partie de mon propos, je vais vous montrer comment on peut étudier expérimentalement des comportements, expérimentalement aux sciences des sciences expérimentales, le travail de laboratoire, évidemment. Alors, évidemment, je dis que ces représentations qui ne sont pas observables, mais dont on peut faire l'hypothèse de l'existence et du fonctionnement à partir de l'observation d'un certain nombre de comportements, sont évidemment tributaires de la machine cérébrale à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Alors, je ne me lancerai pas dans un long développement sur le cerveau, mais très rapidement, et ce que je vais dire est d'une trivialité absolue, et chacun d'entre vous en a évidemment la connaissance intuitive, sinon plus approfondie. Pour certains, vous en êtes des spécialistes. Le cerveau, c'est un système biologique évidemment extrêmement complexe. C'est une machine, si on veut bien utiliser cette métaphore un peu mécanique, c'est une machine qui comprend 100 millions de processeurs, 1 million de milliards de connexions. Il n'existe pas en dehors de l'ordre naturel des machines aussi complexes. Alors on pourrait dire évidemment des machines aussi complexes ont une capacité de traitement de l'information qui est considérable et des vitesses de traitement considérables. Il n'empêche qu'il arrive que le cerveau soit parfois un peu lent pour un certain nombre de raisons, et on aura l'occasion de le noter. Donc c'est une machine dont on n'a pas l'équivalent dans la nature. Et c'est évidemment un objet absolument scientifique, un objet absolument fascinant, et qui aujourd'hui permet de développer autour de lui un certain nombre de technologies très avancées qui permettent de faire des hypothèses sur une science du vivant et une science de l'activité mentale qui devient de plus en plus importante. Je précise d'ailleurs qu'il y a une chaire au Collège de France, qui est une chaire de psychologie cognitive expérimentale, qui utilise toute l'armature des neurosciences intégratives, qui est celle de notre collègue Stanislas Dehaene, qui fait un travail d'une élégance scientifique tout à fait intéressante et qui produit des leçons qui ont la même élégance sur le plan pédagogique. Bon, néanmoins,
je le disais, ce cerveau peut être parfois lent, encombré par certaines tâches, comme nous le verrons, et il n'est pas nécessairement toujours capable de faire les traitements qui justifient des décisions qui peuvent être pertinentes ou non à certains moments. Il faut pourtant, avec cette machine complexe, essayer d'en comprendre les bases neurales. Il faut comprendre comment fonctionne sa plasticité. C'est une machine plastique. Il faut comprendre ses adaptations comportementales. Et il faut comprendre ses fonctions cognitives. Ces fonctions cognitives, comme par exemple l'apprentissage, la mémoire, l'attention, les émotions, la prise de décision, des fonctions qui s'exercent au sein de la machine cérébrale. C'est un des enjeux des neurosciences et des neurosciences intégratives. Et c'est un enjeu extrêmement puissant et qui aujourd'hui, dans l'espace scientifique international, occupe une place très importante parce qu'il combine en effet un certain nombre de sciences qui vont des mathématiques à l'informatique, en passant évidemment par la biologie, car c'est une problématique biologique. Alors c'est difficile d'étudier le cerveau, évidemment, car le cerveau est composé d'un grand nombre d'entités hétérogènes dont les interactions ont lieu à différentes échelles. C'est ça qui rend la chose absolument fascinante et le travail scientifique de très haute résolution. Parce que, évidemment, il y a des niveaux moléculaires, cellulaires, des réseaux intercellulaires, il y a le niveau de l'organe, il y a le niveau de l'organisme, il y a le niveau de l'environnement. Tout ça, le cerveau est évidemment lié à molécules, cellules, bref. Et, en même temps, son activité se déploie à différentes échelles de temps, de la milliseconde à l'année, évidemment, le développement, de la milliseconde à l'année. Cette compréhension du cerveau et du fonctionnement du système nerveux réclame évidemment aussi de connaître sa mise en place au cours du développement. Alors cette construction, encore une fois de manière extrêmement triviale et très superficielle, cette construction elle obéit à un programme génétique qui est modulé par des interactions avec l'environnement pour aboutir à un cerveau fonctionnel. Celui que nous utilisons. Alors on peut discuter de la fonctionnalité de tel ou tel cerveau, mais la fonctionnalité du cerveau est évidemment indéniable, elle est la conséquence d'un processus de développement. Alors cette adaptation du cerveau, sous la double influence des gènes et du milieu, elle est faite d'apprentissage, elle est faite de mémorisation, elle repose sur un mécanisme de plasticité neuronale qui s'exprime aussi bien au niveau cellulaire qu'au niveau des circuits complexes. Donc comprendre comment le cerveau se construit, comment les réseaux de neurones sont ajustés durant la vie, comment ils s'altèrent avec le vieillissement, sont des enjeux scientifiques extrêmement importants, mais ce sont aussi évidemment des enjeux sociétaux extrêmement importants. Et les découvertes récentes de la genèse de nouveaux neurones chez l'adulte, dans certaines régions du cerveau, ouvrent des horizons, pose évidemment des questions, mais ouvre des horizons sur les capacités de plasticité du cerveau. Est-ce que demain, on n'est pas en mesure de faire un réapprovisionnement de neurones à l'âge adulte et même à l'âge adulte avancé? Christian Forestier disait que nous n'étions pas au bout de notre carrière. Je suis un peu moins convaincu de ça, mais je me dis qu'avec une soupe de neurones, il n'est peut-être pas exclu demain que le travail sur les cellules souches c'est un nouvel enjeu pour la recherche, mais c'est probablement un nouvel enjeu pour les systèmes vivants que nous sommes. Donc on voit bien qu'il y a là des problématiques qui sont extrêmement lourdes scientifiquement et qui méritent évidemment toutes les attentions des chercheurs et toutes les attentions des décideurs. Bref, cette trilogie comportement, cognition, cerveau, elle définit à elle seule des univers de recherche propres qui réclament chacun à leur niveau des spécialisations absolument nécessaires, qui rendent impossible une approche intégrée à l'échelle d'un seul domaine scientifique, et donc à l'échelle d'un seul individu et d'une seule équipe de recherche. Ces niveaux, qu'ils soient psychologiques, biologiques, éthologiques par exemple, ça ne suffit pas à expliquer la complexité du vivant dans les aspects que je viens de citer, comportement, cognition et cerveau. Mais ça suppose au contraire qu'il y ait une diversité de contributions. Alors, vous verrez pourquoi j'insiste sur ce sujet tout à l'heure quand je vous montrerai des petites choses expérimentales. Parce que la diversité des contributions, c'est absolument indispensable en raison de la complexité des objets que je viens de définir et des interactions entre ces objets scientifiques. Alors, les communautés scientifiques avaient jusqu'à une date assez récente
une quinzaine ou une vingtaine d'années, elles avaient naturellement tendance à se refermer sur leur paradigme strict, voire sur un seul niveau d'explication, psychologique, biologique, physiologique, et c'était assez vrai pour tous les champs disciplinaires. Mais on a connu, dans ces replis un peu paradigmatiques, on a connu évidemment des exclusives, même en disant l'explication psychologique est parfaitement indépendante de l'explication neurophysiologique. On sait aujourd'hui que les choses sont évidemment beaucoup plus complexes. Mais comme on a refusé à une certaine époque d'utiliser la structure biologique comme ayant une capacité explicative pour les expressions comportementales ou les expressions psychologiques, dit plus largement, il ne faudrait pas aujourd'hui non plus tomber dans un asservissement de l'activité de la pensée et de l'activité cognitive à la seule structure cérébrale. Le seul niveau d'explication, évidemment, quand on fait de la science, on a, et il est légitime d'avoir une dimension réductionniste, car il faut expliquer le niveau au-dessus par le niveau en dessous. Néanmoins, on n'est pas obligé d'asservir les explications comportementales et psychologiques exclusivement à la structure cérébrale. Néanmoins, les progrès et les avancées aujourd'hui technologiques, et notamment de la neuroimagerie, conduisent en effet plus qu'à des exclusives, bien entendu, à des interactions de plus en plus fortes entre chacun des champs disciplinaires, et chacun doit apporter sa contribution scientifique à l'étude de l'ensemble complexe que sont les systèmes vivants, et particulièrement les systèmes humains. Alors, le cerveau et les fonctions cognitives, je l'ai dit tout à l'heure de manière presque subliminale, mais sont sensibles à l'environnement. Et sont sensibles à l'environnement, et l'environnement est évidemment quelque chose d'extrêmement complexe, mais dans l'environnement, il y a des congénères. Il y a des congénères, il y a des autrui. Il y a des congénères. La présence d'autrui. Et il y a des situations. Il y a des situations, il y a la présence d'autrui. Et la présence d'autrui, si vous y réfléchissez bien, elle n'est pas vraiment... on ne peut pas l'effacer facilement. Autrui est là. Dans la nature humaine, il y a des autrui. Les congénères existent dans le monde animal, dans le monde des insectes sociaux. Et cette présence d'autrui est une donnée de nature. Si c'est une donnée de nature, il est peut-être important d'essayer de regarder quelles conséquences elle peut avoir sur la construction de cette machine cérébrale et sur la fonctionnalité de cette machine cérébrale. La machine cérébrale est-elle influençable par des données qui viennent de l'environnement ? Par exemple, la présence d'autrui, une réalité qui est une réalité sociale. Comment peut-on contraindre la machine cérébrale par son environnement ? Et comment la machine cérébrale contraint en effet l'environnement ? Il y a là une interaction évidemment extrêmement forte. Dès lors, on ne peut pas considérer qu'il y ait évidemment une dichotomie entre le biologique, le psychologique, entre le hard et le soft, d'une certaine façon. Tous les niveaux d'organisation jouent un rôle pour déterminer le fonctionnement mental et ses expressions comportementales, encore une fois. Et cela de la molécule jusqu'aux interactions sociales. En effet, par exemple, le cerveau capture en permanence des données de l'environnement. Dès lors, on peut considérer que celles-ci sont de nature à faire partie de l'explication des phénomènes observés, en tout cas d'un certain nombre de phénomènes observés. En tout cas, elles peuvent être un niveau d'explication des phénomènes observés. Les interfaces existent, et la qualité des explications réclame de considérer les différents apports des différentes disciplines qui abordent le vivant sous l'angle du comportement, sous l'angle de la machine cérébrale, sous l'angle de la machine cérébrale produisant éventuellement des comportements. Et si on a trop longtemps étudié les fonctions cognitives et les expressions comportementales qu'elles génèrent sans intégrer les substrats physiques, il faut aujourd'hui être très attentif à ne pas aller directement à l'explication cerveau sans passer par la case théorique et expérimentale. Je voudrais dire ici que quand on lit parfois la grande presse qui rend compte de la science, je ne suis pas complètement convaincu que ceux qui font vraiment de la neuroéconomie soient toujours contents que des expressions qu'ils voient sur l'explication d'un certain nombre de comportements. Le champ de l'économie et le comportement économique des individus, c'est évidemment un comportement. Et aujourd'hui, on a de la neuroéconomie, on a du neurodroit, il semblerait, dans un certain nombre de champs, qu'il y ait une respectabilité à faire référence au cerveau.
et que faire référence au cerveau soit un peu plus respectable que simplement travailler dans un champ disciplinaire qui est paramétré par un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques évidemment moins facilement, si j'ose dire, dans une société médiatique vandale. Quand on dit « moi je travaille sur le cerveau », moi je ne dirai jamais que je travaille sur le cerveau, jamais. Je n'ai pas de compétences à ce niveau-là. Mais indirectement, les contributions dont je vais vous parler tout à l'heure, que l'on peut faire, sont susceptibles en effet d'éclairer paradigmatiquement un certain nombre de travaux qui sont conduits dans le champ des neurosciences. Car en effet, on peut apporter là non seulement un certain nombre de questions, mais des niveaux d'explication qui sont susceptibles d'être modulateurs, régulateurs d'un certain nombre de processus qui sont à l'œuvre dans la machine cérébrale. Alors, ce qui a changé beaucoup de choses, et ce qui est évidemment très important et absolument fascinant. On a envie, en face de ces nouvelles technologies, on a envie d'avoir 30 ans et d'avoir 40 ans ou 50 ans de recherche devant soi. C'est absolument fabuleux. Je veux dire, être là dans 30 ans et regarder ce qu'on a fait à partir de là, les discours que nous tenons seront évidemment obsolètes et appartiendront à l'histoire. Et évidemment, la neuroimagerie, et c'est à elle que je fais allusion, c'est un outil absolument fantastique. C'est un outil absolument fantastique, mais qui réclame une exigence scientifique et théorique très forte. Car il ne faudrait pas avoir des programmes d'exploration de l'infrastructure cérébrale sans hypothèse. Si vous regardez par le trou de la serrure et si vous n'avez pas vraiment ce que vous cherchez, il y a un petit sujet tout de même. Il faut tout de même savoir ce qu'on est en train de chercher et il faut avoir des hypothèses sur les entités que l'on veut observer. Je dis ça non pas parce que il ne faudrait pas utiliser le chemin des neurosciences. Non seulement il faut utiliser le chemin des neurosciences, mais il faut le promouvoir en permanence. Mais il faut que chacun, dans son champ de spécialité, soit en mesure de s'installer dans cette spécialité pour contribuer efficacement à un travail d'interaction entre les champs disciplinaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails plus avant sur ce sujet, mais je voudrais dire que, d'une certaine façon, cette fréquentation des neurosciences est en train de bouleverser à la fois la pensée et évidemment la connaissance. Bouleverser la pensée parce qu'on a toujours considéré, et les philosophes qui sont dans cette salle le savent bien, on a toujours considéré qu'au fond, l'homme étudiant l'homme, c'était un vrai problème, et que l'approche de l'introspection et de la subjectivité ne pouvait pas être scientifique. Et je crois qu'on est au début d'une science, au sens des sciences dures, d'une science de la vie mentale. D'une science de la vie mentale, c'est-à-dire demain, le problème de la conscience pourra être posé probablement en d'autres termes, et la dimension neurophysiologique est ici absolument considérable, avec tous les formalismes mathématiques qui en sont les précurseurs. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est en train de s'ouvrir de manière remarquable, à condition que l'on n'oublie pas qu'en effet, il y a un certain nombre d'observables qui sont indispensables pour essayer de comprendre comment, en effet, le comportement humain, au sens générique du terme d'une réponse biologique, peut être modulé par l'expression même qu'il a. Le comportement est modulable par son expression même. Donc, pour conclure cette petite partie, je voudrais le dire de la manière suivante, parce que les travaux que je vais vous présenter doivent être resitués. Cette machine cérébrale, dont j'ai essayé de dire rapidement de quoi elle pouvait être composée, cette machine cérébrale, il est légitime de l'étudier dans son environnement social parce que la dimension psychologique et la dimension neurophysiologique ont un ancrage dans les fonctionnements sociaux. Et on sait que les fonctionnements sociaux ont une grande importance chez l'homme comme chez l'animal. Mais les fonctionnements sociaux, il ne s'agit pas ici de parler des grands mouvements de foule dans les fonctionnements sociaux. Les fonctionnements sociaux, c'est la présence d'autrui. Vous savez, quand des insectes sociaux sont ensemble, ils ne se comportent pas de la même façon que quand ils sont seuls. Et il arrive que nous aussi, d'une certaine façon. Et parfois, on a même des comportements qui peuvent apparaître aux yeux d'une certaine rationalité comme étant parfaitement aberrants, et que la présence d'autrui est susceptible de générer, en effet, un certain nombre de réponses qui pourraient paraître à la fois contre-intuitives, inhabituelles ou totalement paradoxales. Donc, cet environnement social est très important. Cet environnement social, il est organisé mentalement. Il n'y a pas d'expérience qui n'ait pas de traces mémorielles. Les mécanismes et les fonctionnements cognitifs qui sont enchâssés dans notre machine cérébrale, eh bien, ils sont à l'œuvre lorsque nous sommes dans nos environnements.
et très tôt, évidemment, dans la vie des êtres humains, pour ne parler que d'eux. Donc, il y a toute une partie de la science qui se demande comment on peut encoder mentalement, comment on peut mettre en mémoire un certain nombre d'événements qui sont des événements liés aux interactions que nous entretenons avec autrui et avec notre environnement social. Et quelles conséquences cette organisation mentale, avec ses composantes affectives et émotionnelles. Aujourd'hui, l'étude de l'émotion, c'est plus une étude de l'émotion avec un environnement poétique. C'est l'émotion aujourd'hui fait partie fondamentalement de l'étude des neurosciences intégratives. C'est une dimension capitale. C'est d'ailleurs dans la littérature aujourd'hui, ça occupe une place très conséquente, très très conséquente. Et donc, quelles sont les conséquences de cette organisation, avec, je le disais, ses composantes affectives et émotionnelles, et quelles conséquences ça a sur les interactions sociales, c'est-à-dire sur les échanges qui peuvent exister entre des individus, que ce soit des individus humains ou dans le monde animal. Les éthologistes travaillent là-dessus. L'éthologie aujourd'hui est une éthologie cognitive, évidemment, et c'est un apport considérable, car les modèles biologiques d'un certain nombre de modèles animaux sont d'excellents, évidemment, modèles biologiques. Donc, quelle influence sur les interactions et quelle influence ces interactions ont-elles en retour sur les phénomènes de mémorisation, d'attention, de raisonnement? Autant de questions qui sont des questions d'un espace scientifique propre. Alors, on peut le caractériser par des dénominations de disciplines, mais ce n'est pas là le sujet. C'est pas là le sujet parce que je crois qu'ils sont de moins en moins monodisciplinaires. Donc, nous avons la nécessité, à côté des compétences neuronales, de nous demander quel rôle il faut accorder à la relation qu'on entretient avec nos contextes, les contextes qui sont les nôtres, les contextes extérieurs et nos contextes intérieurs, car il y a des contextes qui nous sont propres, qui sont internes, et comment ces contextes, notre vie intérieure, on pourrait le dire de manière plus poétique, notre vie intérieure, comment notre vie intérieure interagit avec nos environnements. Et on va voir tout à l'heure que nos vies intérieures et nos environnements, la relation qu'ils entretiennent n'est pas neutre du tout et a des conséquences importantes sur des sorties comportementales qui sont des sorties comportementales qui ont elles-mêmes des conséquences sur l'organisation de la société et sur la façon dont nous pouvons agir nous-mêmes. Alors, ces questions-là sont des questions que je me propose d'illustrer maintenant par la présentation de quelques recherches expérimentales qui sont... Vous voyez dans mes propos absolument aucune immodestie, mais qui sont assez paradigmatiques d'un petit domaine. Bon. Et donc, je vais prendre des travaux qui sont très largement consolidés et qui font aujourd'hui l'objet de développement dont je ne vous parlerai pas parce que ça nous entraînerait trop loin dans le temps. Donc, je vais l'illustrer maintenant par la présentation de quelques recherches expérimentales. Je dis bien expérimentales et je vais vous décrire brièvement comment se construisent des expériences pour que quelque chose à quoi moi je suis personnellement attaché, comme probablement beaucoup d'entre vous, il est important aujourd'hui de dire de manière assez claire quand on enseigne, à quelque niveau que ce soit, comment les savoirs qu'on diffuse ont été produits. Je ne pense pas qu'on puisse durablement tenir un discours sur un développement des capacités cognitives comme étant une conquête de l'autonomie si on ne dit pas quelles sont les modalités de production des savoirs qu'on dispense. Le savoir, c'est pas mythique, ça demande du travail, de l'effort, de la remise en cause, et ceux qui produisent de la connaissance ont connu plus d'échecs que de succès. Et il est très difficile de considérer aujourd'hui qu'on livre le savoir comme un objet formalisé, terminé, sur lequel... Et il n'y a pas d'interrogation du savoir. Finalement, on ne pourrait pas le remettre en cause, alors que la démarche scientifique est une démarche de falsification permanente et une exégèse de la falsification. Sans être absolument paupérien, on est bien obligé de considérer que quand on fait de la science, on essaye de se placer dans les plus mauvaises conditions pour voir si ce qu'on avance résiste à l'épreuve des faits. Quand on présente le savoir, on a tendance à considérer à certains moments que, mon Dieu, voilà, il est beau, prenez-le comme tel, parce que le statut qui est le mien m'autorise à vous le livrer dans ces termes. Et je crois qu'il y a là quelques discussions à avoir, et je me demande dans quelle mesure la formation de l'esprit scientifique ne réclame pas nécessairement qu'on délivre les modalités de production du savoir pour pouvoir enseigner et élever nos enfants au sens de l'élevage intellectuel. Voilà. Alors, je vais choisir les performances intellectuelles comme étant l'exemple expérimental que je veux vous livrer très, très brièvement. Si je choisis les performances intellectuelles,
pour illustrer la sensibilité du comportement au contexte. Étant entendu, comme je le disais tout à l'heure, que derrière ce comportement qu'on va observer, il y a un ensemble de fonctions qui sont à l'œuvre et qui sont elles-mêmes enchâssées dans une infrastructure cérébrale. J'ai choisi les performances intellectuelles parce que ces performances constituent un objet d'attention extrêmement important, individuellement et socialement. En effet, les performances intellectuelles, et chacun n'a pas besoin de s'en convaincre, c'est une évidence, elles sont classantes. Elles sont classantes. Elles sont même institutionnalisées et institutionnalisables comme classantes. On verra tout à l'heure ce qu'il faut en penser fondamentalement. Et elles sont classantes et du coup, elles conditionnent une reconnaissance sociale et professionnelle. Alors, on a des inadéquations entre les performances intellectuelles et la reconnaissance sociale. Mais enfin, globalement, jusqu'alors, la hiérarchie des performances intellectuelles corrèle assez bien avec une hiérarchie de la reconnaissance sociale. Et elles font aussi, à travers les processus cognitifs et neurophysiologiques qui les sous-tendent, l'objet de toutes les attentions scientifiques. L'objet de toutes les attentions scientifiques. Et quand je dis elles font l'objet de toutes les attentions scientifiques, à un moment donné, on avait un concept générique pour parler de ça. On parlait de l'intelligence. Et l'intelligence est quand même un sujet idéologiquement saturé. Alors aujourd'hui, on parle un peu moins d'intelligence et un peu plus de mémoire de travail. Mais c'est du découpage scientifique, au fond. Et on a une représentation de l'intelligence, à tel point que nous sommes capables de dire, sans autre forme de procès, sans avoir fait une analyse très approfondie sur le plan expérimental, il est intelligent. Et là, c'est quand on est dans une phase extrêmement charitable. Et à certains moments, on a des expressions plus dures pour... Donc, on a une intuition naturelle de ce qu'est l'intelligence. Ça veut dire qu'on en a une définition assez bien organisée cognitivement et que, finalement, en scientifique naïf, on aurait trouvé des arguments pour, en effet, porter des jugements de cette nature. C'est donc un énorme sujet. Alors, j'ai pris... Les exemples que je vais prendre sont des exemples qui sont très loin de l'étude des niveaux élémentaires, des comportements élémentaires. Ce sont des comportements très intégrés. Une performance intellectuelle à une tâche intellectuelle, ce n'est pas un comportement élémentaire. Derrière, vous voyez bien qu'il y a des constructions neurophysiologiques et évidemment cognitives extrêmement importantes. C'est donc un niveau d'intégration très élaboré. Mais on peut travailler sur des niveaux intégrés et sur des comportements humains à des niveaux très intégrés, scientifiquement, expérimentalement, comme on travaille à la paillasse. Je vais essayer de vous en convaincre. Alors, on va d'abord faire un petit rappel et je vais vous présenter une première recherche expérimentale qui est en quelque sorte une sorte de mise en bouche pour montrer comment la relation structure-contexte, c'est pas une relation neutre, quoi, hein, c'est une affaire qui fonctionne assez rudement. Alors, je vais poser le problème dans ces termes. Dans notre représentation de l'intelligence, de l'activité intellectuelle, des performances intellectuelles, je dis dans la nôtre, celle de la vie ordinaire, de la vie quotidienne, du sujet naïf, que nous sommes tous, scientifiques ou pas. Nous avons les mêmes biais, d'ailleurs ça s'étudie. Nous sommes dans l'idée que lorsque nous sommes en train d'accomplir une tâche, il y a un sujet avec des propriétés intrinsèques, il y a un objet avec des propriétés intrinsèques, on applique les propriétés intrinsèques du sujet sur les propriétés intrinsèques de l'objet. Et on a une performance. Et on a assez tendance, naturellement, à considérer que les performances traduisent les qualités intrinsèques du sujet. Et on n'est pas très loin d'une logique qui consisterait à dire, mon Dieu, derrière, il y a une base qui est plutôt une base innée, quoi. On a des réponses on aurait un préordre de réponses. Donc les compétences intrinsèques du sujet appliquées sur les propriétés intrinsèques de l'objet, la transaction étant opérée, on a une hiérarchie des performances, et donc on a une hiérarchie des personnes. Sauf que, il arrive que le sujet, avec ses propriétés intrinsèques, entretienne une relation particulière avec l'objet et ses propriétés intrinsèques.
pour 1000 raisons. Pour 1000 raisons. Il entretient une relation, éventuellement une relation sociale avec l'objet. Et cette relation, elle peut être déterminée par les situations dans lesquelles il est, et puis, ce que je disais tout à l'heure de manière un peu poétique, sa vie intérieure, c'est-à-dire, au fond, la connaissance qu'il a de soi, avec des éléments qui sont dans sa propre mémoire, et notamment avec des éléments qui sont dans sa mémoire, que nous appelons dans notre jargon une mémoire épisodique, qui se rapporte aux événements propres à soi. Donc, quand on entretient des relations avec un objet, ce n'est pas nos seules propriétés intrinsèques, nos seules capacités intrinsèques qui s'expriment, c'est nos capacités intrinsèques éventuellement modulées par la relation que nous entretenons à l'objet. Et vous conviendrez avec moi que la relation à l'objet, et à l'objet savoir, à l'objet résolution de problèmes, est une relation qui peut être complexe. Alors, je vais vous présenter une première expérience qui a été faite sur un certain nombre de sujets et qui sont faites dans des conditions du laboratoire. Vous voyez ici 128 élèves des deux sexes, de 6e et de 5e, et dans ce groupe d'élèves, il y avait 64 bons élèves, vous me pardonnerez les guillemets, et puis 64 mauvais élèves. Quand je dis bons et mauvais élèves, les bons élèves étaient des gens qui étaient à plus de 15 de moyenne, et puis les mauvais élèves à 8 ou moins de 8 de moyenne. Et ces gens-là, on leur présentait, alors par groupe de 8, on leur présentait une tâche que je vais vous montrer. On leur présentait une tâche et on leur demandait, en leur présentant cette tâche, on leur demandait de la mémoriser à des fins de reproduction. C'est un travail de traitement de l'information et de restitution de mémoire. Donc c'est un test de reproduction de mémoire d'une figure que j'ai appelée ici géométrique complexe sans signification particulière, qui est la figure de Ré, qui est une figure qui est utilisée pour étudier les relations spatiales. Bien, c'est une tâche qui a été aménagée, qui a été testée, je vais vous la présenter, qui a été testée, et la voilà, et qui est présentée à ces sujets dans un contexte qui est le dessin. On dit voilà, on va vous présenter une figure, on est dans une discipline qui est le dessin, et vous allez mémoriser. Ça dure 54 secondes parce que tout ça a été calibré pour très bien. Et dans une autre condition, on le présente en condition de géométrie. Donc on a un contexte de dessin, un contexte de géométrie. Et on a les bons et les mauvais élèves. Alors, les propriétés intrinsèques du sujet et les propriétés intrinsèques de l'objet. Les propriétés intrinsèques de l'objet sont les mêmes pour tout le monde, on est bien d'accord. Voilà. Alors, les élèves en réussite que vous voyez ici, la performance en géométrie, la performance des élèves en échec dans la condition géométrie, les différences ici, je ne vous cache pas, sont statistiquement très significatives. Ça veut dire que dans un contexte de géométrie, bons et mauvais élèves, sur une tâche qui est une tâche qui est supposée être en géométrie, évidemment, et donc dans l'espace des mathématiques, se traduit par le fait que les bons élèves réussissent et les mauvais élèves ne réussissent pas. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça veut quand même déjà dire une petite chose, c'est que l'attention portée à la tâche pour la mémoriser n'a probablement pas été la même pour les uns et pour les autres. Alors on peut se demander pourquoi, chacun évidemment est en train de le subodorer, mais quand on passe au dessin, la différence chez les bons élèves, elle est significative aussi. C'est-à-dire que le dessin a mobilisé une charge attentionnelle, probablement un peu moins forte, pour des raisons que vous allez voir un peu plus tard dans d'autres expériences, qui montrent qu'il y a probablement l'intériorisation d'une hiérarchie particulière dans l'espace scolaire. Ce qui nous interrogera tout à l'heure, car j'essaierai de dire 2 ou 3 choses sur l'application éventuelle. Et on constate que, finalement, nos élèves en échec ont une réussite équivalente à celle des élèves en réussite lorsqu'on est dans un contexte de dessin. Autrement dit, il y a probablement une transaction
particulière entre le sujet et l'objet. Cette transaction est quand même liée à l'histoire scolaire des uns et des autres, dont on pourrait dire, en des termes qui sont des termes de tous les jours, que probablement ils ont été encombrés à un moment donné par cette histoire pour traiter la tâche. Manifestement, on pourrait dire en des termes simples, je ne vais pas rentrer dans une analyse particulière sur le sujet, je vais simplement vous montrer ceci, 10 ans après. 10 ans après, les choses n'ont pas fondamentalement changé. Ça veut dire, et on le verra tout à l'heure, ça veut dire probablement que le statut de la géométrie, que le statut du dessin n'ont pas fondamentalement évolué. Bon, ça peut vouloir dire ça, c'est une hypothèse qu'on peut retenir. Enfin, en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'ici, si on s'en tient pour une performance cognitive, à une tâche absolument identique, aux propriétés intrinsèques qui sont les mêmes dans les deux conditions, ça veut dire que ce ne sont pas les propriétés intrinsèques du sujet qui déterminent à elles seules la performance, mais probablement la relation que j'entretiens ici avec l'objet mathématique et la relation que les bons élèves entretiennent avec l'objet dessin d'une certaine façon, puisque la différence de leurs résultats est également significative. Alors, je voulais juste vous montrer ça tout de suite en entrée, pour dire que, au fond, cette machine cérébrale, elle tient compte d'un certain nombre de choses, parce que là, on pourrait regarder ça du point de vue des neurosciences. Hein. On regarde ce que sont en train de faire les gens quand ils sont en train de faire du calcul, et on s'aperçoit qu'on a une activation de la région pariétale. Il n'y a pas de sujet là-dessus quand vous faites de la neuro. Ça, c'est clair à cet endroit-là. Ça, c'est clair. André Sirota, le patron de l'INSERM qui est ici, sait que ça, c'est clair. Et quand Dehaene regarde à cet endroit, il voit bien que ça, c'est clair dans la région pariétale. Sauf que ça doit s'éclairer un tout petit peu ailleurs, parce que la relation que j'entretiens à l'objet fait que j'ai probablement mobilisé dans ma mémoire, que j'ai appelée tout à l'heure épisodique, celle qui touche à ma propre histoire, j'ai probablement mobilisé un certain nombre d'informations qui ont été activées par la situation. Et dès lors, ça doit clignoter un tout petit peu autour. On voit bien ici qu'on peut travailler expérimentalement dans le champ des neurosciences sur des paradigmes qui ne sont pas des paradigmes de processus strictement élémentaires, mais des processus relativement intégrés. Alors maintenant, je vais vous raconter une histoire sur une expérimentation. J'ai dit tout à l'heure que notre environnement était important à la fois pour le cerveau fonctionnel et important pour les sorties comportementales. Et notamment que les situations de comparaison, c'est-à-dire que la présence d'autrui, était quelque chose de très important. D'ailleurs, la comparaison, c'est très important. Et la comparaison sociale. D'ailleurs, faites un tout petit peu d'introspection et demandez-vous si vous ne vous comparez pas, quoi, hein. Vous apercevoir que oui. Et puis vos cibles de comparaison, vous pouvez aussi les choisir en fonction de vos objectifs. Parfois, on se compare à plus supérieur à soi, parfois inférieur à soi, enfin, supposé supérieur ou inférieur à soi. On verra tout à l'heure que c'est un système de régulation extrêmement important. Et j'essaierai de dire, en application dans le champ de l'école, ce que ça peut vouloir dire et ce que ça devrait pouvoir dire demain dans la formation des maîtres. Qu'est-ce qu'il faut, en effet, comment faut-il organiser un environnement pour optimiser la possibilité d'une expression positive sur le plan intellectuel. Je vais vous raconter une histoire sur cette comparaison, qui est une histoire strictement expérimentale. Vous imaginez que l'on prenne 64 élèves ici de sexe masculin pour des raisons qui, à l'époque, étaient liées à des contraintes de nature strictement expérimentale. Je voudrais rassurer tout le monde aujourd'hui, la problématique garçon-fille est une problématique extrêmement importante dans le champ des sciences et un certain nombre de travaux se conduisent, y compris par des gens qui sont dans cette salle, et on a fait des publications récentes sur le sujet, sur le stéréotype masculin-féminin qui est très intéressant dans l'espace scolaire. Ça fera d'ailleurs l'objet de cours ultérieurs ou de leçons ultérieures. Là, vous avez 64 élèves de sexe masculin, de 4e et de 3e, dont 32 élèves en réussite objective et 32 élèves en échec objectif. La réussite objective, c'est qu'ils ont tous de très bonnes notes, et l'échec objectif, ils ont tous de mauvaises notes. Ces gens viennent au laboratoire par groupe de 8. Donc on a 4 bons élèves et 4 mauvais élèves. Quand ils arrivent au laboratoire, on leur dit... On leur fait une leçon de biologie. Il y a un expérimentateur qui a calibré une leçon. On a calibré une leçon de biologie et on donne une leçon de biologie en 45 minutes. Et on a 10 questions sur des points essentiels de la leçon de biologie qui sont données. Donc il y a une leçon de biologie calibrée qui est faite par un expérimentateur sur des groupes de 8. Vous allez voir pourquoi on travaille sur des groupes de 8 tout à l'heure. C'est une petite précision de nature expérimentale. On fait une leçon de biologie, mais on fait une leçon de biologie dans 2 conditions.
Dans une première condition, on dit aux élèves, et ils sont objectivement de bons et de mauvais élèves, on dit dans une première condition, vous êtes tous de même niveau. Vous êtes tous de même niveau. Il y en a 4 qui sont de niveau élevé, c'était l'époque des groupes de niveau. Il y en a 4 qui sont de niveau élevé, puis il y en a 4 qui sont de niveau faible. Mais on leur dit, vous êtes de même niveau. Donc l'inférence des uns et des autres, c'est on est tous des bons, on est tous des mauvais. Mais on est tous de même niveau. Très bien. Et dans une autre condition, on leur dit, vous êtes 4 de niveau 1 et vous êtes 4 de niveau 3. La première condition, on l'appellera une condition sans comparaison. Il n'y a pas de comparaison, vous êtes tous de même niveau. La deuxième condition, on l'appellera la condition comparaison. On ajoute une condition supplémentaire. Dans un cas, on dit, on va vous faire un cours, mais on va vous faire un cours et aucun d'entre vous ne sera interrogé durant le cours et aucun d'entre vous ne s'exprimera pendant ce cours. On appellera cette condition la condition anonymat, si vous le voulez bien, pour aller vite. Bon, c'est une condition dans laquelle je ne serai pas interrogé, je n'aurai pas le droit de m'exprimer, donc je suis protégé, en quelque sorte, par une absence totale de désignation. Et dans une autre condition, on dit, pendant la durée de la leçon, chacun d'entre vous sera interrogé. On appellera cette condition visibilité. Donc, nous y sommes, nous avons des bons et des mauvais élèves, dans une condition de comparaison, en anonymat ou en visibilité, dans une condition sans comparaison, en anonymat et en visibilité. On a le tableau, bien, on fait la leçon. Alors, on en a mis 8, pourquoi? Parce que comme ces machines sont des machines qui fonctionnent très bien tout de même, les machines cérébrales, ça fonctionne très bien, si on en avait mis 16 ou 32, un petit qui calcule, qui dit au bout d'un certain temps, j'ai aucune chance d'être interrogé maintenant, c'est fini, quoi. La probabilité que je sois interrogé est extrêmement faible. À 8, c'est plus compliqué quand même. En 45 minutes, ils sont quand même, si j'ose dire, quand ils sont en situation de visibilité, ils sont sous pression de la visibilité. Sinon, on n'est pas très propre expérimentalement. On peut dire, oui, bon, ils ont calculé, il y en a un certain nombre. Donc là, nous sommes avec... voilà. Et donc, je viens de vous décrire l'expérience. Alors, première condition, condition sans comparaison. Vous y êtes, vous êtes tous de même niveau, anonymat, visibilité, parfait. Alors, la variable dépendante, le résultat, c'est l'évaluation à la restitution, alors évalué par 4 correcteurs différents, dans 4 ordres différents, parce que les problèmes d'évaluation et de docimologie sont extrêmement importants, et l'évaluation est un problème réel, donc on contrôle ce genre de choses. Alors, les bons élèves, anonymat, visibilité, performance élevée. Les mauvais élèves, personnel faible. C'est-à-dire, c'était pas la peine qu'on aille écouter Montaigne ce soir, parce que ça, c'est pas un sujet. Hein. C'est vraiment, les bons sont bons, les mauvais sont mauvais. Bon, c'est pas nouveau. Oui, mais dans la condition avec comparaison, on a une première expression. Les bons élèves sont meilleurs en visibilité qu'en anonymat. Alors, bon, moi, je connais un peu ce qu'il y a derrière, donc c'est un peu plus facile, mais on pourrait déjà se demander, le bon élève, quand il est en anonymat, voilà, il traite moins bien les choses. Alors, on pourrait dire, en des termes un peu plus savants, y aurait-il pas là une petite surcharge cognitive? Moi, qui habituellement suis un bon élève, je suis naturellement en visibilité, j'ai le droit de poser une question, on m'interroge généralement, parce que puis si l'inspecteur est là, on m'interroge 2 fois d'ailleurs, parce que, bon, c'est quand même important. Et là, parce que la différence entre anonymat et visibilité, ici, est une différence statistiquement significative. Ça veut dire que je suis meilleur en visibilité qu'en anonymat. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, d'une certaine façon, c'est que les élèves en échec, ils sont très mauvais en visibilité. Comme d'ailleurs sans comparaison, ils ont les mêmes résultats en visibilité que dans la situation sans comparaison. Mais dans la situation avec comparaison, l'anonymat, comme vous le voyez là, donne des résultats qui sont équivalents aux bons élèves en situation eux-mêmes d'anonymat. Autrement dit, pour les uns, l'anonymat est une surcharge cognitive, on va le dire comme ça, on peut le dire à peu près comme ça aujourd'hui parce qu'on a les éléments pour le dire. Et les autres,
aurait plutôt un allègement de la charge, quoi, d'une certaine façon. Et qu'on pourrait penser que cette comparaison, compétition, d'une certaine façon, a été bénéfique aux mauvais élèves et un tout petit peu pénalisante, associée à l'anonymat, pour les bons élèves. Très bien. Mais là, on est sur des sujets qui sont objectivement bons, objectivement mauvais. Comparaison bons-mauvais élèves. Et si on veut faire du travail propre, il faut aller un peu plus loin, il faut prendre des très bons élèves, par exemple, et puis on va regarder si cette histoire de comparaison, d'anonymat et de visibilité, ça tient, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend des bons élèves, que des bons élèves. Et on a vu que la situation sans comparaison était à peu près sans effet. La situation en comparaison a des effets. Donc on prend de très bons élèves, et puis on les fait venir au laboratoire, toujours dans les mêmes conditions que celles que je viens d'exprimer. Puis on leur dit, voilà, on va vous faire une leçon tout à l'heure, mais avant on a un test à vous faire passer, et on leur fait observer une paramécie préalablement colorée au microscope. Ça ressemble à... ça dépend de quelle culture on vient, mais ça peut ressembler à une planche de Rorschach. Si on est un psychologue clinicien, ça peut ressembler à un tableau de Kandinsky ou de Klee. Bon, enfin, on a un peu de mal à s'évaluer autour de ça. Et on dit, vous allez nous décrire ce que vous avez observé. Et une fois qu'ils ont décrit ce qu'ils ont observé, on reprend leur copie et on dit, on va corriger tout ça. Alors, évidemment, on ne corrige rien, et on distribue aléatoirement de la réussite et de l'échec. On dit, vous, très bien. Vous, non, vous, très bien. Et publiquement, c'était dans une situation de comparaison. Vous avez réussi, vous avez échoué, vous avez réussi, vous avez échoué. On distribue aléatoirement l'échec et la réussite à des gens qui sont tous de très bon niveau. Et après, on fait une leçon, anonymat, visibilité. Évidemment, on dit, personne ne sera interrogé. Alors, il y a 4 qui ont reçu un renforcement positif, puis 4 qui ont reçu un renforcement négatif. Mais ils sont tous très bons. Et on leur dit, voilà, on va vous faire une leçon, mais vous ne dites rien. Dans cette condition-là, personne ne sera interrogé. Dans celle-là, tout le monde sera interrogé. Ils sont tous très bons. Hein. Il n'y a pas de mauvais élèves dans cette affaire. Hein. Sans comparaison, on n'a pas vraiment de sujet. Avec comparaison, je continue. Vous avez vu, voilà. Là, on n'a que des élèves en réussite, et vous remarquez qu'une simple attribution de succès ou une attribution d'échec en situation de comparaison, sous condition d'anonymat et de visibilité, a des effets extrêmement puissants sur la performance intellectuelle. Et la performance intellectuelle, ici, ce n'est pas une performance artificielle. C'est une leçon de biologie avec derrière une interrogation de biologie. Alors tout ça est calibré, mais néanmoins avec une interrogation de biologie. Ça veut dire qu'ici, on a fabriqué artificiellement de l'échec. Enfin, artificiellement. Non. On a fabriqué en situation naturelle de l'échec. C'est-à-dire qu'on vient de fabriquer une situation d'échec scolaire pour des élèves qui sont des élèves de très bonne qualité et qui, dans d'autres conditions, réussissent parfaitement. Donc il y a là quelque chose qui est attaché au contexte. Donc on a un mécanisme extrêmement puissant qui est attaché à la comparaison associée à la visibilité et à l'anonymat. Donc on n'est plus sur les propriétés intrinsèques du sujet, les propriétés intrinsèques de l'objet. On a bien des transactions qui sont des transactions de nature, alors à la fois de nature sociale et attachées à une histoire immédiate. Je viens d'être renforcé négativement. Et je viens d'être renforcé négativement publiquement. Et quand je suis renforcé négativement publiquement, regardez l'attribution d'échecs en visibilité, les performances cognitives s'effondrent. Vous mettez ces gosses dans une situation classique d'entendre une leçon de biologie, vous faites une performance, ça marche très bien. Bien. Alors, ce mécanisme est très fort. Si ce mécanisme est très fort, et s'il a une réalité psychologique intéressante, il doit pouvoir intervenir comme un marqueur des situations d'enjeu, les enjeux sociaux. Je m'explique. Ici, réussite-échec, la comparaison, il y a un enjeu social, puisque manifestement, en situation de visibilité, j'ai un problème. Quand je suis en comparaison, quand il n'y a pas de comparaison, je n'ai pas de sujet. Alors, l'idée que l'on pourrait avoir, c'est de dire, dans l'espace scolaire, il y a des disciplines dont on dit qu'elles se valent toutes. Personne ne conteste ça. Toutes les disciplines valent toutes les disciplines. Il n'y a pas de... Mais il y en a qui valent plus que d'autres, quoi. En gros, c'est un peu ça. Hein. Alors, on va regarder scientifiquement ce que ça veut dire quand une machine, quand vous prenez cette machine extrêmement sensible à son environnement, comment cette machine, quand elle est immergée dans une situation d'enjeu, elle réagit. Est-ce que ça peut être un marqueur intéressant? Alors, allons-y. On va faire l'expérience dont je viens de parler.
On va la produire en mathématiques, en biologie, en histoire-géographie et en éducation manuelle et technique. En mathématiques, l'expérience est classique, on fait venir des gamins au laboratoire, on fait organiser un jeu de domino, qui est un jeu sensiblement logique, avec une difficulté à reconnaître l'organisation qui est là, donc il n'y a pas d'auto-évaluation possible. En biologie, on refait le coup de la paramécie, si vous le permettez. Et puis après, en histoire-géographie, on prend un texte de Fernand Braudel et on fait un texte à trous. Puis on dit, faites de la complétion de phrases. Le 24e, pour savoir s'ils ont bien fait la complétion de phrases chez Braudel, c'est un peu compliqué. Puis dans l'éducation manuelle et technique, on fait concevoir un dispositif dans un espace intersidéral, ce qui est quelque chose d'assez poétique, mais qui correspondait assez bien à l'éducation manuelle et technique à l'époque. Et puis on fait ce que je viens de dire, leçon, visibilité, très bien. Avec des élèves en réussite seulement. En mathématiques, ici, pour les spécialistes, la variable dépendante, c'est la part de variance expliquée par l'interaction. Vous regardez les mathématiques, 65% de part de variance expliquée. Mathématiques, ça marche à plein. L'enjeu mathématique est fort. Avec la biologie, 59%. Avec l'histoire-géographie, 23%. Avec l'éducation manuelle et technique, 9%. Mais ce que je voudrais vous dire, et c'est très important, ça peut paraître, c'est très important, les groupes qui sont passés là, par groupe de 8, sont des groupes indépendants. Ça veut dire que ce n'est pas des mesures répétées, ce n'est pas le groupe qui est passé en mathématiques, puis en biologie, puis il n'a pas pu faire de comparaison entre la mathématique et la biologie. On a pris les sujets, on les a distribués aléatoirement en mathématiques, en biologie, et ils étaient tous de même niveau. Et qu'est-ce qu'on produit? On produit une hiérarchie des disciplines. Ce n'est pas la peine de raconter aux enfants que toutes les disciplines valent toutes les disciplines, où ils ont parfaitement compris que ce n'était pas vrai dans le système dans lequel ils étaient. Puisque lorsque s'exprime ce mécanisme, qui est un mécanisme de réponse comportementale en termes de performance cognitive, voilà. Ils ont parfaitement compris que les mathématiques et l'EMT, ça n'avait probablement pas le même enjeu social, ça n'avait pas vraiment la même valeur scolaire, et donc du coup, on a des expressions de cette nature. Alors, je poursuis. J'étais avec de très bons élèves, là. Donc, on va passer ici, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on va faire vite, c'est simplement les 4 reprises. Alors, maintenant, on va passer, pardon, je suis allé un peu... Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire la même expérience avec de très bons élèves. La même, exactement, avec des élèves en échec, pardonnez-moi, avec des élèves en échec seulement. Des élèves en échec. Tout à l'heure, on était avec les très bons élèves. On fait la même expérience que tout à l'heure, c'est-à-dire attribution de succès, attribution d'échec. On a vu qu'avec de très bons élèves, on fabriquait de l'échec. On va essayer de regarder si avec de très mauvais élèves, on peut fabriquer de la réussite. Je veux dire, pas complètement idiot, d'ailleurs, c'est un des objectifs de l'école. Enfin, je veux dire... bon. Donc, on fait la même chose, et qu'est-ce qu'on constate? Alors, il faudrait peut-être que j'aille un tout petit peu dans la mise en page des diapositives, je l'ai vu. Non, voilà. En bas à droite, oui, voilà. Voilà. Alors, je sais bien que vous n'avez pas, mais je vais vous donner l'autre exemple tout à l'heure. Vous n'avez pas en tête les bons élèves, mais si vous regardez bien les choses, la réaction des mauvais élèves, c'est l'envers formalisé des bons élèves. C'est exactement l'envers formalisé des bons élèves. Quand vous attribuez du succès à des élèves qui sont objectivement en échec scolaire, c'est en comparaison sous anonymat qu'ils réussissent, et c'est en visibilité sous comparaison qu'ils échouent le plus lourdement. Comme si une chronique d'échec qui est rompue par une attribution de succès n'était pas supportable. Autrement dit, la surcharge cognitive
On va le raconter en histoire, parce qu'après on le raconte en sciences, mais on peut le raconter comme une petite histoire. Ça veut dire, moi je suis un élève chroniquement en échec et je le sais, parce que la conscience de ça est très forte. Je n'aurai pas le temps de vous montrer les travaux que j'avais prévus là-dessus, mais très bien. La conscience de soi est très forte. Je viens d'avoir un succès. En plus, en comparaison avec d'autres. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a une activation de ma propre histoire, je suis en train de traiter un problème, mais je viens d'avoir un succès. Et on va m'interroger. Je viens de réussir un truc, on va m'interroger. Enfin, je veux dire, c'est quand même un vrai sujet, on va m'interroger. J'ai réussi, mais c'est inhabituel. Donc, et j'ai un poids lourd, ça veut dire simplement que l'attention est tournée vers soi, il m'arrive quelque chose de parfaitement inhabituel qui est incongruent avec ma propre histoire, c'est un élément qu'il faut que je traite. Et traiter ça en même temps que traiter le problème que l'on me demande, c'est trop compliqué. Je ne peux pas faire deux choses en même temps qui sont de nature décisionnelle. Ceux qui font des neurosciences savent que c'est un vrai sujet au niveau de la machine cérébrale. On est capable de traiter plusieurs informations en parallèle, mais prendre deux décisions simultanées, ça devient beaucoup plus compliqué et on commence à comprendre comment ça fonctionne ici dans la machine cérébrale. Très bien. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a une surcharge évidemment attentionnelle très forte, qui est simplement liée à la mobilisation de l'histoire du sujet. Alors que quand on le met en situation d'anonymat, avec une attribution de succès, mais on lui garantit qu'il est tranquille, personne ne va venir vérifier si ce qui vient de lui arriver là était quelque chose d'inhabituel. On ne va pas le mettre devant la scène pour lui dire « Ah, tu as réussi, alors fais voir à tes petits camarades. Attends, c'est la première fois que ça m'arrive, je ne suis pas encore stable, il faudrait tout de même que je regarde les choses. » Bien. Et là, il réussit en anonymat. Il réussit en anonymat. Mais il échoue en visibilité. Et on verra que ça, c'est évidemment très important. Tout à l'heure, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de mon propos avec ça. Donc, ici, en peu de mots, on pourrait dire, finalement, avec des bons élèves, on a fabriqué de l'échec, et avec des mauvais élèves, on a fabriqué du succès. Et sur des manipulations qui sont extrêmement courtes. Ce sont des manipulations qui ne réclament pas une exploration fonctionnelle très forte. Simplement, on manipule des contextes, on manipule des marquages sociaux et on a une sortie cognitive et comportementale qui est quand même significativement contre-intuitive. Significativement contre-intuitive. Elle est tellement contre-intuitive que quand un mauvais élève réussit, la première chose que l'on fait, si on a un bon professeur, et il y a beaucoup de bons professeurs, on leur dit « Tu as réussi, montre à tes petits camarades, quand même, c'est bien. » On veut le valoriser. Sur ces bases-là, on aurait tendance à dire « Quand cela arrive, soyez extrêmement prudents. Laissez-le tranquillement dans son anonymat et continuez à renforcer de cette nature. Le mettre au devant de la scène alors que sa structure cognitive n'est pas suffisamment solide pour assumer cette visibilité sociale. » Attendez, on peut s'amuser à ça, hein, on peut le faire avec des adultes, hein, on l'a déjà fait. Hein. Faites venir, vous avez réussi, moi je suis capable de... Pas du tout, ça fonctionne exactement de la même façon. Hein. Lorsque vous avez un marquage négatif en visibilité, vous avez quand même envie qu'il y ait une porte ou un écran à un certain moment où pouvoir sortir vite, quoi. C'est beaucoup moins confortable qu'une visibilité positive, hein, c'est beaucoup moins confortable. Et là, on est dans une structure nature scolaire. Alors, je vais vous montrer maintenant, très vite, mais quelque chose qui est assez significatif. Voilà. On va reprendre exactement la même expérience. Réussite, vous avez ça dans la tête. Anonymat, visibilité, je compare pas. On fait exactement la même chose. On ajoute simplement une petite chose. Sur le bureau du laboratoire, en haut à droite, il y a une petite feuille 12 sur 12, sur laquelle il y a des figures géométriques qui sont posées là. Les sujets viennent au laboratoire, s'installent. Tous ceux qui posent des questions sur la petite carte à droite sont éliminés de l'expérience. Et puis on fait un cours de mathématiques. Ici, le mathématique, c'était le théorème de Thalès. Hein. Ce n'est pas totalement trivial. Hein. On s'assure que les sujets ont les moyens de traiter les questions qu'on leur pose. Mais on n'est pas dans quelque chose qui n'a pas de sens écologique. Je veux dire, il y a du sens écologique, c'est le théorème de Thalès. Et ils ont cette petite carte-là, et puis on fait anonymat, visibilité, comparaison, etc. Très bien. Là, dans les bons et les mauvais élèves. Et après l'épreuve, après le cours,
on fait un problème et résolution du problème. C'est une des variables dépendantes recueillies. Mais on ajoute, on leur dit, sur votre bureau, en haut à droite, vous aviez des petites figures géométriques. Maintenant, vous allez les reproduire. Deuxième mesure, vous allez les reproduire. Alors, pourquoi sommes-nous en train de faire ça? Je vais très vite, il faudrait raconter une histoire un peu plus complexe, mais si, lorsque ma propre histoire vient sur mon bureau en même temps que le problème que j'ai à résoudre, si cette histoire a des connotations négatives, elle me surcharge sur le plan attentionnel. Et donc, finalement, l'expression comportementale à travers la performance qui est faite, probablement est-elle due à une utilisation, une répartition de l'attention qui n'a pas fonctionné de la même façon dans un cas et dans l'autre. Il y a quelque part un dispositif attentionnel qui n'a pas fonctionné de la même façon chez les uns et chez les autres. Donc, on va chercher à mesurer si, en effet, il y a eu une distraction de l'attention, une focalisation de l'attention ou pas sur la tâche. Donc, on refait l'expérience. Alors là, on ne va pas faire un long discours, voyez-vous, on va regarder ces deux diapos qui montrent les bons et mauvais élèves. Vous voyez bien que les bons élèves et les mauvais élèves ont des profils cognitifs inversés. Hein, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure de manière indépendante. On retrouve ces résultats-là. Des années après, on trouve ces résultats. Et on trouve toujours ces résultats-là. C'est quand même, c'est consistant diachroniquement. Et donc, quand on regarde ces résultats, on voit bien que les mauvais élèves et les bons élèves n'ont pas le même fonctionnement. Ça veut dire, quelque part, que les mécanismes qu'ils mettent en œuvre pour traiter les choses ne sont pas nécessairement les mêmes. En tout cas, fonctionnellement, ça ne fonctionne pas de la même façon. Premier élément. Deuxième élément, j'ai dit que tout à l'heure, il y avait une deuxième tâche qui était une tâche de mémorisation. Combien le score de mémorisation? Alors, nous sommes avec les élèves en réussite, performance des figures géométriques. Bon, nous sommes en situation d'attribution de succès. Attribution de succès, attribution d'échec, élèves en réussite. Les élèves en réussite, ils ont des performances à la tâche qui est la tâche sur l'attention secondaire, c'est-à-dire la tâche de mémorisation, la récupération des éléments. On constate que quand ils sont en anonymat, ils récupèrent considérablement moins de choses que quand ils sont en visibilité. Autrement dit, en anonymat, souvenez-vous, ils réussissent moins bien à la tâche principale, mais ils réussissent moins bien à la tâche secondaire. Ils sont bons ni dans l'une ni dans l'autre, véritablement. Et ils sont bons ni dans l'une ni dans l'autre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été capables de mobiliser leur attention au maximum, alors qu'en situation de visibilité, observez bien, en situation de visibilité, lorsqu'ils sont en situation de réussite, ils réussissent très bien à la tâche principale et très bien à la tâche secondaire. Autrement dit, ils ont une mobilisation attentionnelle qui est totale. Et elle est totale à tel point que leurs résultats sont absolument parfaits sur ce plan-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de surcharge attentionnelle. Pourquoi? Au fond, j'ai réussi, on me dit que j'ai réussi, je suis en situation de visibilité, c'est très habituel pour moi. Il y a une congruence absolue entre mon histoire et la réalité situationnelle. Je suis un bon élève, je suis naturellement renforcé positivement, je suis mis au devant de la scène régulièrement parce que je dois montrer à mes camarades l'exemple, le professeur me sollicite très souvent, 2 fois plus, je le disais tout à l'heure, quand l'inspecteur est là, donc il n'y a pas de sujet. En anonymat, attendez, moi qui suis bon, qui suis généralement en visibilité, on me dit de me taire. C'est un peu compliqué, j'ai une petite surcharge et je réussis ni dans l'une ni dans l'autre. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en situation d'échec, en attribution d'échec, un très bon élève en attribution d'échec, on voit que sur la tâche principale, ils réussissent moins bien, mais néanmoins ils réussissent. Mais en tâche secondaire, ils n'ont même pas vu ce qu'il y avait sur leur bureau à droite. Ça veut dire que le fait de se voir attribuer de l'échec, alors qu'on a une chronique historique personnelle de succès, c'est un vrai problème, c'est ce que j'appellerais un traumatisme cognitif du point de vue attentionnel, qui conduit à ce que, en dehors de ce qui m'arrive, je ne suis pas capable de voir autre chose et de traiter autre chose. Alors même que je suis en capacité de traiter en parallèle. Il n'y a pas de vrai sujet. La preuve, en situation de visibilité, ça fonctionne parfaitement. Ça, c'est la situation des bons élèves. Alors, les mauvais élèves, c'est très intéressant. Les mauvais élèves, quand ils sont en situation d'attribution d'échec, vous avez vu, en situation d'attribution d'échec,
ils ont un vrai problème. Avant, quand on leur attribue de l'échec, ils ne réussissent pas à la tâche principale, mais ils réussissent très bien à la tâche secondaire. Au fond, on vient de m'attribuer de l'échec dans une chronique naturelle d'échec. C'est comme d'habitude. J'ai un traitement automatique de la situation. Je suis en procédure automatique. Je suis en échec permanent, on vient me dire que j'ai échoué, ce n'est pas un événement. Il n'y a vraiment pas de sujet. Et donc, du coup, mon attention est parfaitement disponible pour autre chose. Et donc, si vous interrogez les enfants en situation d'échec scolaire à qui on vient de faire un renforcement négatif et vous leur demandez comment est fait l'arbre qui est dans la cour, vous êtes absolument sûr d'avoir une description minutieuse. Minutieuse. D'ailleurs, on dit, on s'épanouit loin du radiateur, près du radiateur. Oui, au fond de la classe, absolument, mais l'expression de ça est ici. Ça veut dire que dans une situation d'échec, c'est-à-dire conforme à ma propre histoire, il n'y a aucune espèce de raison qu'il y ait une mobilisation particulière. En revanche, vous avez noté que lorsqu'ils sont en situation de visibilité, souvenez-vous, les mauvais élèves, en visibilité, succès, ils échouent, mais qu'ils réussissent en anonymat, comparaison, attribution de succès. Quand on les laisse anonymes, ils réussissent. On leur fait une attribution de succès, on les met en visibilité, ils échouent. C'est-à-dire qu'ils ont un problème, c'est une chronique inhabituelle, n'est-ce pas? Tandis qu'avec l'anonymat, c'est certes quelque chose d'inhabituel, mais c'est quelque chose d'inhabituel, mais je suis protégé par l'anonymat. Eh bien, regardez ce qui se produit. En situation de visibilité, avec une attribution de succès, non seulement ils ne performent pas à la tâche principale, mais ils ne performent pas non plus à la tâche secondaire. C'est-à-dire, contrairement à leurs petits camarades, aux mêmes finalement, en situation d'échec, en renforcement d'échec, qui eux sont capables de traiter au moins la tâche secondaire, ceux qui sont en visibilité et en renforcement positif échouent à la tâche secondaire. Attendez, ça doit vous paraître absolument dérisoire, moi ça me paraît profondément capital. Ça veut dire qu'un marquage positif dans une chronique d'échec fonctionne comme une stigmatisation violente, au point que, non seulement je suis obturé pour traiter le problème principal, mais j'ai une obturation attentionnelle pour traiter les problèmes secondaires. Ça veut dire que ce qui se produit là, non seulement je ne regarde pas le développement de l'arbre dans la cour de l'école, mais j'ai une auto-focalisation sur mes propres affaires, si j'ose dire, intérieures, ce contexte de soi, là, qui est extrêmement lourd à porter. D'ailleurs, je n'aurai pas le temps de vous montrer la suite, parce qu'on a des mesures de l'autofocalisation attentionnelle qui sont extrêmement importantes et qui montrent en effet que c'est bien de ça dont il s'agit. En revanche, en anonymat, souvenez-vous, en anonymat, ils réussissaient. Eh bien, non seulement ils réussissent en anonymat, mais ils réussissent de manière positive, en tout cas de manière significativement supérieure à la visibilité, à la tâche secondaire. C'est-à-dire que non seulement ils ont été capables de traiter la tâche principale avec succès, mais ils ont aussi gardé de la capacité attentionnelle pour traiter des choses de leur environnement. Autrement dit, ils ont fait un traitement en parallèle, sans problème, et ils ont été capables de faire de la remémoration significative. C'est extrêmement important, parce que c'est, à mes yeux, pardon, mais on peut croire à ce qu'on fait, quoi. À mes yeux, c'est totalement contre-intuitif, au point que c'est presque le contraire qu'on enseignerait à des maîtres, à qui on dirait, attends, il a réussi, il faut faire du renforcement positif, puis il faut le valoriser, la notion de valorisation. Il y a plusieurs façons de valoriser. La valorisation par la visibilité dans un espace de comparaison sociale, qui est un espace extrêmement dur, la comparaison est un dispositif, si j'ose dire, un processus extrêmement dur, eh bien, elle est contre-productive. Elle est contre-productive. Donc, demain, dans un dispositif qu'on appellera d'organisation, de présentation des informations à traiter, spontanément, on aurait envie de dire, quand vous faites du renforcement positif, faites-le de manière discrète, on va dire ça en des termes un peu littéraires, faites-le de manière discrète. Si vous voulez en effet que les élèves que vous voulez promouvoir vers la réussite puissent en effet enclencher un dispositif qui, après 2 ou 3 marquages positifs dans une chronique d'échec, vont pouvoir en effet
commencer à fonctionner, entre guillemets, sur le mode normal de celui qui réussit. Alors, je n'ai pas le temps d'aller plus loin parce qu'on a des contraintes, évidemment, et vous êtes évidemment à saturation de mon discours, et il y a d'ailleurs probablement un petit moment, pour des raisons qui tiennent non pas à vous et à vos capacités cognitives, mais à ma propre incapacité à vous tenir, si j'ose dire, à maintenir votre intérêt suffisamment élevé, sans que vous vous demandiez ce qu'il y a dans votre iPhone ou bien dans l'environnement de l'amphithéâtre. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais lorsqu'on fait de la répétition sur ces sujets, c'est-à-dire qu'on fait 3 chroniques de succès consécutives, les mauvais élèves commencent à réagir comme les bons élèves. C'est-à-dire que quand vous les placez en anonymat et avec réussite, ils réussissent moins bien que quand vous les mettez en visibilité avec réussite. Autrement dit, il y a un apprentissage de l'environnement qui est absolument capital. Et plus, si j'ose dire, on est enquisté dans l'échec, plus il faut être prudent pour revenir à la vie intellectuelle de manière positive. C'est-à-dire, après une longue maladie, la convalescence réclame un peu de temps. Et une chronique d'échec, qui est très enracinée dans l'histoire du sujet, réclame en effet des précautions très importantes à l'endroit de marquage positif. Et naturellement, on aurait tendance à faire l'inverse. Et ça, je crois qu'en effet, très spontanément, dans une psychologie naïve, tout le monde a envie de faire ça. C'est quand même plein de bonnes intentions. Ce n'est pas toujours avec des bonnes intentions qu'on fabrique les productions les plus efficaces. Voilà, j'aurais pu aller un peu plus loin. J'ai un certain nombre de diapositives qui sont là. Je ne vais pas le faire parce que ça serait insupportable, évidemment, de faire durer les choses. Je voudrais dire simplement que, sur le plan de l'application, en 3 minutes, vraiment en 3 minutes, ce que je voudrais dire, c'est que je crois profondément que la science, ça sert à quelque chose. Tout le monde ici le croit, plus ou moins. Je crois que ça sert à quelque chose de manière parfois extrêmement différée. Mais je crois que les scientifiques ont une vraie responsabilité. Je crois que les scientifiques ont la responsabilité, je le disais tout à l'heure, de dire ce qu'ils produisent et de dire comment ils le produisent. Mais d'essayer de dire aussi comment il faudrait organiser un certain nombre de dispositifs pour que tendanciellement on soit susceptible de faire quelques prédictions utiles pour la vie des gens, tout simplement. J'ai pris ici le champ de l'éducation. J'aurai l'occasion dans d'autres cercles de prendre la justice, l'économie, la gestion des ressources humaines, parce que nombre de travaux expérimentaux permettent de dire des choses sur des pratiques à promouvoir. Et la pratique éducative, si on la conçoit comme étant, ce que je disais au début de mon propos, les propriétés intrinsèques d'un sujet à appliquer aux propriétés intrinsèques d'un objet, alors à ce moment-là, la seule chose dont il faut s'occuper dans l'éducation, c'est des programmes. Et ce n'est pas de la façon dont il conviendrait éventuellement de les présenter pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient traités avec un niveau d'efficacité qui est important. Moi, je pense que l'accès au savoir réclame les clés de sa production et en même temps, dans le dispositif d'enseignement, dans le dispositif de transmission, il y a, j'aime pas le mot parce qu'il ne convient pas, mais il y a une ingénierie nécessaire. Il y a une ingénierie nécessaire parce qu'on n'apprend pas dans un vide social. On n'apprend jamais dans un vide social. Et quand on est doté d'une machine cérébrale comme la nôtre, qui capte l'environnement, qui capture l'environnement en permanence, qui est sensible à l'ensemble des interactions, on ne peut pas imaginer un seul instant qu'il y aurait des lieux qui sont les lieux d'apprentissage, qui seraient, si j'ose dire, débarrassés de tout contexte, au point de rendre l'activité intellectuelle d'une pureté moléculaire absolue. Et donc je crois qu'il y a un vrai sujet, et ce sujet-là n'est jamais traité. Alors moi, je peux faire tous les mea culpa de la Terre. Ça fait 40 ans que je traîne ma vie dans le dispositif de cette nature, et je n'ai pas apporté de grandes contributions, puisque si j'avais apporté de grandes contributions, les choses auraient changé. Donc j'ai parfaitement conscience de mon inanité dans ce domaine-là. Mais je crois que ça n'empêche pas, à partir d'un certain moment, qu'on puisse faire des prises de conscience. Et je vais terminer en disant, je suis absolument convaincu qu'on commencera à se poser des problèmes de cette nature quand les neurosciences, c'est-à-dire les sciences du cerveau, qui présentent une attraction, si j'ose dire sociale, extrêmement importante, auront fait la preuve que ce que nous racontons à des niveaux très intégrés
sur des dispositifs comportementaux de cette nature ont une vraie réalité scientifique dans les systèmes vivants. Alors à ce moment-là, il y a des gens qui diront ouais, ben, si ceux qui travaillent sur le cerveau disent ça, c'est que ça doit être vrai. Et si jamais un physicien se prenait à le dire aussi, alors l'affaire est réglée, absolument réglée. Et pour ce soir, pour moi, l'affaire est réglée. Je vous remercie de votre attention.